Je vous remercie d'être venu répondre à l'appel du groupe Initiative Afrique, qui est basé à Yamoussoukro. Le secrétaire général de ce groupe, à ma gauche, reviendra sur ce groupe qui nous sommes. Et je commence aussi par remercier Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental et toute son équipe. Elle est représentée aujourd'hui par le secrétaire général de cette institution. La cérémonie de la conférence se déroulera comme suit. Pour l'ouverture, je passe la parole à M. Choi. Ensuite, je vous accueille en tant que représentant de la section sénégalaise du groupe Initiative, et Pascal Pérou prendra la parole pour faire le rappel de ce groupe Initiative Afrique. Ensuite, on passera aux différentes sessions. Monsieur le secrétaire général, depuis le début de nos démarches pour avoir la salle, cette salle, vous avez été à nos côtés et vous avez appuyé notre demande. Malgré la perspective de session qui était en vue, on a quand même pu obtenir cette salle sans grande difficulté. Grâce à vous, transmettez donc nos remerciements très chaleureux de toute l'équipe à Madame Aminata Tall, la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Je salue la présence des hautes autorités parmi vous et vous remercie d'être bienvenus. Podium, donc, vous avez le général Clément Bollet, chef d'état-major particulier du président Chirac, consultant. Pascal Pérou, qui est le secrétaire général du groupe Initiative Afrique. C'est Ibrahima Choi, qui est le secrétaire général du Conseil. Et Caroline Roussi, qui est aussi membre du groupe Initiative Afrique, la section de Paris, trésorière assistante à ce niveau-là. Sans tarder, je vais, avec votre permission, Monsieur le secrétaire général, vous donner la parole pour quelques mots d'accueil dans votre institution. Bon chemin. Au cours de ces 20 dernières années, elle a accompli d'énormes progrès en matière de démocratisation, de coopération, tout en enregistrement des taux très élevés de croissance économique. Alors qu'elle était en proie à la guerre civile et aux soubresauts politiques pendant des décennies de 80 et 90, et qu'elle était fragilisée par des difficultés de gouvernance, la sous-région a retrouvé son identité et son élan depuis les années 2000. Les années 2000 sont importantes aussi pour le Sénégal. Vous vous rappelez de la première alternance. Depuis donc les années 2000, malgré la survenance de nouvelles formes de menaces qui sont asymétriques, vous pensez au terrorisme certainement. Par ailleurs, fortement peuplée, l'Afrique de l'Ouest fait face à une forte croissance démographique et doit donc répondre aux besoins grandissants d'une jeunesse nombreuse, dynamique et soucieuse de se construire un avenir stable. En effet, la jeunesse a des raisons manifestes de se soucier de son avenir dans un contexte de fragilité économique et sécuritaire et de sous-employabilité des jeunes. Heureusement que les États sont résolus à y faire face par la mise en œuvre sur le plan régional d'un ensemble de mesures en termes de réponse à l'inquiétude et au questionnement que pourrait avoir la jeunesse face à cette insécurité grandissante sur le plan régional et international
et qui pourraient impacter son bien-être présent ainsi que dans l'avenir. Dès lors, nous avons voulu construire notre propos autour de la problématique du rapport entre jeunesse, sécurité et intégration régionale. Dans cette optique, l'intervention est subdivisée en deux parties. Une première partie qui fait le constat, un constat froid, un constat triste de la fragilité de la jeunesse exposée à un environnement où pullulent les réseaux criminels multiples et variés. Dans une seconde approche, nous rappellerons un ensemble d'initiatives régionales en termes de réponses qui existent ou qui sont en voie d'être élaborées pour soutenir l'effort de la jeunesse de se construire un bel avenir. Cependant, il existe des situations qui rendent les jeunes vulnérables. Je dirais, jeunesse et réseaux criminels, entre vulnérabilité et désespoir. Plus de la moitié de la population africaine vit en dessous du seuil de pauvreté, y compris de nombreux jeunes en situation de sous-emploi chronique. Plusieurs études montrent que la jeunesse africaine, qui se trouve en situation de frustration, de marginalisation, de chômage et de précarité sociale, est en mal de perspective d'avenir. Il est vulnérable. Elle est vulnérable, cette jeunesse. Cette jeunesse a perdu la confiance aux capacités de l'État à assurer les services de base, la redistribution juste des richesses et la lutte contre l'impunité. Elle est par conséquent plus susceptible de basculer vers une forme de contestation sociale et à un repli vers des formes d'organisation alternatives en l'absence de cadres adéquats de socialisation de type citoyen, exemple des groupes terroristes et autres réseaux criminels. Ceci entraîne le risque d'une rupture conceptuelle avec la société et l'État. En effet, dans le but de juguler ces risques, de réponses régionales existent. Ces réponses régionales concernent la participation de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité. Les États d'Afrique de l'Ouest, en particulier, sont conscients de la réalité selon laquelle l'impact de la croissance démographique des jeunes sur la sécurité et la stabilité dépend largement des capacités des économies à les aborder, y compris dans le secteur informel, à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer à la vie sociale et politique. Le secrétaire permanent du G5 Sahel pense en effet, dans ce contexte, que les questions de jeunesse sont surtout des questions de sécurité et s'inscrivent parfaitement dans le credo de sécurité et de développement que promeut le G5 Sahel. Pour cela, le G5 Sahel a un volet développement qui intègre la prise en compte des initiatives en faveur des jeunes dans cet espace. En effet, l'effort consenti pour la sécurité de la région sera sans lendemain s'il n'est pas accompagné d'un effort durable en matière de développement. Pour stabiliser la région et prévenir la radicalisation violente, il est indispensable de créer les conditions d'un développement économique créateur d'emplois, notamment pour une jeunesse en forte expansion. Ceci est fait dans ce contexte avec l'appui de l'Alliance Sahel. Cela suppose des effets de développement renforcés au bénéfice de cette région. L'Alliance Sahel lance sous impulsion franco-allemande, associe les principaux partenaires du développement multilatéraux et bilatéraux des États du Sahel. L'Alliance compte aujourd'hui 9 membres, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, considérée comme une entité, plusieurs États mais une entité, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Il s'agit ici d'un mécanisme de renforcement
de la coordination des partenaires pour une aide plus rapide, plus efficace et mieux ciblée en faveur des zones vulnérables. 5 secteurs clés sont ciblés. Employabilité des jeunes, éducation et formation, agriculture, développement rural et sécurité alimentaire, énergie et climat, gouvernance, décentralisation et appui au déploiement des services de base. La CEDEAO a également mis l'accent sur l'approche concertée de la prévention des conflits à travers une collaboration active entre plusieurs acteurs, notamment les gouvernements, les institutions intergouvernementales, la société civile et les forces de défense et de sécurité sur le partage et la traçabilité de l'information pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il est important pour l'organisation de mettre l'accent sur le rôle des jeunes et des femmes dans les mécanismes d'alerte précoce et de prévention et partager leur expérience en matière de lutte contre l'intégration des jeunes à des réseaux criminels, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Les pays de la CEDEAO réfléchissent également à des mesures novatrices pour une implication systématique des jeunes et des femmes en tant que partenaires de choix dans toutes les initiatives sociales, politiques, économiques visant à renforcer la prévention de l'extrémisme violent et le terrorisme. Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, quelles recommandations peut-on faire? Il est nécessaire, à notre avis, de mettre en place un plan sous-régional, un dialogue inclusif entre la société, l'État et les jeunes de tous les pays de la sous-région, tentés par les actes de violence et autres réseaux criminels. Faire la promotion des cadres de dialogue intergénérationnel. L'on doit également mettre en place des structures qui contribuent à l'éducation des citoyens et à la culture de la paix. Je disais hier au forum qu'il fallait faire de la paix une guerre. La formation des médias à une meilleure gestion de l'information afin de promouvoir la prévention de la violence et le vivre ensemble. Enfin, la consolidation de la collaboration entre les États en matière de renseignement pour identifier les menaces et les réponses à y apporter. Hier, je disais également qu'au niveau des frontières, au Sénégal, il y a une initiative qui a été menée récemment, il y a moins d'un mois, ce qu'on appelle la case culturelle, la case de citoyenneté, la case de bon voisinage. Cette case a été créée à Toubacouta, dans le Nyombato, et à Karan, et va être créée de l'autre côté de Karan, en Gambie, et ensuite en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Ça permet aux populations aux frontières pouvoir se voir régler les problèmes qui leur sont communs et qui sont réels sur le terrain et d'être en bon terme au-delà des frontières. À ma droite, il y a Caroline Rossi qui est spécialiste des frontières, surtout la frontière sénégalo-gambienne. Elle est docteure en histoire contemporaine et elle a fait sa thèse sur la frontière, les frontières Gambie-Sénégal. Elle a aussi beaucoup de diplômes de journalisme, donc vous voyez, fait partie du groupe. Alors, quelle conclusion? Je suis un peu réticent de tirer une conclusion, mais je pourrais dire quand même, sans me tromper, que je pense, malgré toutes les difficultés, les défis, les challenges, etc., il y a des raisons de croire et d'espérer un avenir meilleur pour les jeunes. Parce que les jeunes, vous êtes pleins de talent et de détermination, et surtout, avec l'appui de nos États, qui demeurent, malgré tout, les acteurs principaux, garants du bien-être social. Je vous remercie de votre aimable attention.
alimentaire. Aujourd'hui, vous savez, c'est les mêmes choses qui reviennent. Hein. Hier, on parlait de ça sur les alliances à faire pour combattre le terrorisme. Les terroristes djihadistes, parce que quand on parle de terrorisme, mais le terrorisme actuel, il est religieux. En tout cas, c'est le plus fort. Il est djihadiste. Souvenons-nous qu'il y a eu d'autres terroristes avant. Il y a eu les Brigades Rouges, Brigade Rossa, Aldo Moro, ils l'ont kidnappé et tué, meurtre. C'était meurtre pour les juristes qui sont là, je crois, un meurtre ou assassinat en tout cas, c'est le plus fort. C'était des terroristes, mais pour des raisons politiques. Il y avait les Blackheads allemands là, les boules rasées également pour des raisons politiques ou de comportement, disons, raciste, etc. Mais ils avaient des raisons de faire ça. Mais ils étaient terroristes. On traite même Robespierre de terroriste. Il va danser dans les cimetières. Terroriste, c'est terroriser quelqu'un. Pour terroriser une masse, vous tuez 10 et vous terrorisez 1000. Vous terrorisez 1000. Hier, j'ai des exemples. Hier seulement à 17h30, je prenais la parole. Et puis, dans la salle, il y avait un bruit comme si on était à l'aéroport. On appelle les gens à l'embarquement. C'est bizarre ça. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit aux gens, oui, le terrorisme, si ce n'était pas Ben Laden et maintenant, on n'aurait pas eu peur. Mais vous êtes là, si on pouvait regarder le cœur, l'intérieur d'une dizaine de personnes ou la moitié, ils ont peur. Ils ont eu peur parce que ce bruit d'aéroport, et quelqu'un a dit, ah oui, les gens qui prennent Air France ne veulent pas partir, rigoler un peu pour apaiser la tension. Tout le monde a peur. Le problème, c'est comment se ressaisir. Lui, il a peur, il y a un bruit, il a peur, il fait 200 mètres, il revient, il dit, j'ai failli avoir peur. L'autre bouge un peu et il se redresse. La maîtrise de soi. Il y en a d'autres, calmement, ils ne bougent pas. Mais intérieurement, on a tous peur. Mais le temps qu'il faut pour se ressaisir, c'est ça, on distingue l'un de l'autre. J'ai dit à quelqu'un, vous voyez, il y avait une conférence à Paris, j'ai dit que les terroristes sont même d'entrer dans Amadeus, c'est-à-dire le logiciel des avions là. On sait que Jules Yabi prend l'avion tel jour, tel avion, qui va à tel endroit à tel endroit. Jules Yabi est là-dedans. Ils le savent parce qu'ils sont rentrés dans le logiciel des Amadeus. Yabi, il ne faut pas avoir peur, hein. Tu ne te terrorises pas, hein. Bon. Donc, ils ont tous ces éléments-là. Ces terroristes, actuellement, ils n'ont plus de moyens. Parce qu'il y a d'autres pays développés qui leur vendent des armes. Et ils ont l'argent et d'autres pays leur donnent l'argent pour acheter. C'est eux qui déclenchent l'hostilité. C'est eux qui déterminent l'intensité du feu. C'est eux qui déterminent la durée du combat. Et c'est eux qui disparaissent, soit dans la nature, soit par le suicide. Et ils sont aussi courageux que les soldats. Il n'y a plus de guerre asymétrique, parce qu'ils ont tous les moyens. Et maintenant, ils se regroupent, comme on dit, ils se regroupent, État islamique. Donc non seulement ils sont terroristes, mais ils veulent un État qui gouverne. C'est là, État islamique. Et entre factions, ils se regroupent. Comme nous mutualisons nos efforts, et nous nous regroupons en créant le G5, etc. Je reviendrai sur le G5, pourquoi le Sénégal n'est pas là-dedans, etc. Ils se regroupent et ils sont puissants parce que la capacité de feu a augmenté. Territorialement, ils sont grands parce qu'ils sont nombreux. Le groupe Boko Haram occupe tel endroit, tel endroit, tel endroit. En Sardine, occupe tel endroit, un autre occupe tel endroit. Quand vous faites le sigma de tous ces endroits, vous avez un vaste territoire qui est plus grand qu'un pays. Donc, il faut faire une réponse adaptée à cette nouvelle situation. Cette réponse adaptée n'est pas seulement militaire, physique. Elle est d'autres formes. La réponse doctrinale est une réponse qui n'est pas militaire. Mais il faut donner en contrepartie aux terroristes une réponse
qui se base sur le livre qui te montre. L'éducation, Bachir Diagne en parle souvent, l'éducation des enfants. Nous n'éduquons pas nos enfants dans le domaine de la religion. Ni les chrétiens, ni les musulmans. La technologie a tout pris en compte. Donc, il y a un manque d'éducation des enfants. Ça également, c'est des recommandations, je reviens dessus. Elles peuvent être multiples. On en choisit, certainement. Et je réponds en même temps à une des questions. On a marqué ici, j'ai dit tout à l'heure, cette jeunesse a perdu la confiance aux capacités de l'État, je parle de la jeunesse africaine, à assurer les services de base, la redistribution juste des richesses et la lutte contre l'impunité. Le droit, les droits humains et l'état de droit est situé là-dedans. Celui qui est intervenu le premier, c'est situé là-dedans. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a une malgouvernance quelque part. C'est la base de tout. Donc, ce n'est pas la seule recommandation, il y en a d'autres. Bon, on peut parler beaucoup sur le terrorisme, mais bon, je m'arrête là en attendant les autres questions. Pourquoi le Sénégal n'est pas dans le G5? Ah on avait dit qu'on arrêtait. Le G5 n'est pas anormal. Le G5 s'appuie sur pas des directives, mais des données de l'Union, l'OUA, avant l'UA. L'OUA avait dit que pour la défense et la sécurité du continent, il faut faire par cercle concentrique. Alors, vous pouvez avoir un des cercles concentriques qui est composé d'États qui ne appartiennent pas à la même sous-région. C'est le cas de G5 Sahel. Il y a des gens de l'Afrique centrale, des gens de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Mais qui ont en commun une même crise, qui ont en face d'eux le même défi, le même challenge. Ça les concerne. Et ils se regroupent pour faire face à ces défis. Est-ce temporaire, circonstanciel ou ad hoc? Mais en tout cas, ils créent un mouvement qui n'est pas contraire aux dispositions de l'OUA et de l'UA. Alors, des États se retrouvent et font ça. Un autre État n'est pas là-dedans. Quand tu parles de terrorisme en général, tous les États africains et non africains sont concernés au même titre. Au même titre. Même les pays développés sont concernés au même titre. C'est pourquoi l'aide était substantielle sur la défense, au détriment des autres assistances. Les assistances affaires, etc. Vrai. Mais la défense, la sécurité englobe beaucoup d'argent. Elle est chère. Il y a très longtemps, on a invité un député à Dodji. On a tiré sur un char, une carcasse de char, avec lance-roquette, anti-char. Après, on expose au député, voilà, le char est un char de tel. La roquette se constitue tel. C'est un armement nouveau qu'on a. Et on utilise ça. Mais la roquette coûte 1 million. Le député dit, mais c'est du gaspillage. 1 million? Un coût 1 million? Il dit, oui, mais le coût détruit un char qui coûte 25 millions. Alors, vous choisissez. Avec 1 million, vous détruisez 25 millions de l'ennemi. Ça vaut la peine ou pas? Voilà, ce genre de choses. Bon, le Sénégal, certains pensaient que le Sénégal doit faire partie parce qu'il est dans la région, dans la zone. Mais ce n'est pas forcé. Le NEPAD, on a commencé le NEPAD. Le Sénégal n'était pas dans le NEPAD au départ. C'était Tabombeki, Koufor, je ne sais pas, etc. Il y avait 2 ou 3 à Bouteflika. Et le Sénégal est venu, agrégé de sciences économiques, professeur des universités, etc. Parce qu'il doit donner son expérience de l'économie à travers le Népal. Et le Sénégal est rentré. Ce n'est pas pareil que la sécurité physique. C'est pas pareil. Donc, il y a rien. Ce n'est pas l'argent qu'on gagne là-dedans. Non, il y a rentrer dans un groupe avec des contraintes à faire face et d'autres choses, mais peut-être être à côté et suivre toute action que le G5 fait est au bénéfice de tous les pays de la CEDEAO
Et le G5 travaille très bien. Ils sont efficaces sur le terrain. Mais l'Union africaine ne pouvait pas avoir son propre G5. Parce que l'Union africaine, même les salaires du personnel, il faut une assistance de l'extérieur pour les payer. Il faut être raisonnable. Il faut avoir une vision. Ce n'est pas mauvaise gouvernance, peut-être, de l'institution, peut-être. Ce n'est pas les droits humains, etc., etc. État de droit, peut-être. Mais pour payer, il faut demander à d'autres qui payent beaucoup. 90% presque des salaires sont payés par l'extérieur. On est dans certaines houses, hein, donc chacun dit et ça reste ici. Il ne faut pas dire que le général Cissé a dit que, etc. Hein, la presse. Doivent donc développer une plus grande coopération pour faire face à la montée de la criminalité transfrontalière et de la menace terroriste. Il faut qu'on ait la même méthode d'appréciation du défi. Et ensuite, maintenant, la mutualisation des efforts n'est pas seulement rassembler des unités, des troupes, harmoniser l'armement, etc., etc. Il y a la stratégie aussi. Il faut une stratégie commune. La défense, ce n'est pas l'arme seulement. Elle est globale, elle est économique, elle est culturelle, etc., etc. Donc, le processus de mutualisation rentre dans le processus d'intégration. Intégration. J'étais aux Philippines en 1976 avec les rebelles du Moro, National Liberation Front, à l'époque de Marcos. J'ai vu des EVA de ville à ville, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, mais dis donc, c'est une richesse ça, c'est de ville à ville. Mais comme il y avait les rebelles, ils ne pouvaient pas exploiter très bien. C'est Firestone qui était là-bas, les Américains. Après, en 92, on est venu ici. Bon, moi, je m'occupais un peu des situations de crise et consorts. Et on est parti au Libéria. On allait voir Charles Taylor, là où il habitait. Les trucs d'EVA là-bas, mais aussi c'est extraordinaire. C'est à perte de vue. Mais c'était la guerre, personne ne pouvait expliquer. Pour vous montrer, quelles que soient les richesses des pays, un grain de sable peut tout bloquer. C'est-à-dire un coup de fusil. Maintenant, les anacardes. Moi, je suis né à Sokone. On ne connaît quand on est jeune que les pommes d'acajou et les huîtres, les mangroves. On vivait de ça. Il y avait même une usine là-bas que les Allemands avaient implantée là-bas. Mais maintenant, c'est parti. Moi, j'ai vu l'ambassadeur d'Allemagne pour remettre ça. Bon, ça n'a pas marché. Mais je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur devant la Guinée-Bissau. Je ne savais pas ça. C'est maintenant que j'apprends. Et à Ziguinchor, à l'époque, nous, notre temps, on mangeait, vous jetez la pulpe. Vous mangez, vous jetez la pulpe, et puis on grillait nous-mêmes les noix. Et même pour faire les traits pour les femmes, on grille un peu, il y a une sève qui sort là, un truc liquide. Quand on met, ça fait la trace. Et elle est indélébile, elle reste là-bas. Et nos sœurs là, ils ont fait ça. Mais après, les hôteliers, ils ont tout utilisé. Ils prenaient un peu la noix, c'est la noix qu'ils vendaient. Sac de riz, sac de noix, les Indiens, les Maures mauritaniens, etc., entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, la Casamance. Après, ils ont vu, mais ils pressent le jus. Et puis, bon, on peut boire le jus comme ça. On fermente un peu, ça peut faire tourner la tête, ça c'est pour les mandiagos. Ou bien on fait bouillir, ça donne le cana. Alors le jus normal coûte 25 francs. Quand on fermente pendant 3 jours, c'est 100 francs. Quand on le fait bouillir, on a le cana, c'est 500 francs. Le commerce a commencé. Et puis ils font le jus et jettent la pulpe. Après, ils ont dit, mais pourquoi on jette ça? Ils prennent ça, ils transforment en confiture. Et les touristes là, français, là, et tout ça, là, confiture d'anacarde. Confiture d'anacarde, et ça marche jusqu'à présent maintenant. C'est comme le jus de baobab, on dit, bon, ça, c'est jus de goyave, c'est le fruit. Ça, c'est jus de mangue, c'est le fruit. On ne dit pas jus de manguier. Mais baobab, quand tu dis jus de pain de singe, singe, tout ça là, on dit jus de baobab. Oui, c'est pas l'arbre. Tu vois, jus de baobab.
Et c'est très... Bon, moi, je disais que mon pays était premier producteur, c'est la Guinée-Bissau, parce que mon père est né à Guinée-Bissau, à Bambadinga. Mon père est né là-bas. Et ma mère, que certains panels, surtout le dernier panel a dit, et l'avant-dernier aussi, à titre d'exemple, je retourne sur mes copies d'il y a 3 ans, à propos de l'éducation nationale. Je faisais une conférence sur la formation professionnelle. Vous savez, l'armée forme des professionnels, libère des gens avec ce qu'on appelle la formation, qualification pour emploi. C'est-à-dire ils sont chauffeurs, on les entraîne avant de les laisser. Bon. Je disais, les constats qu'on faisait à cette époque, les constats indiquent que seuls 10 pays sur les 53 à l'époque de l'Afrique ont pu réaliser la scolarisation universelle de tous leurs enfants dans les primaires. Seuls 10 pays. 22 pays africains n'atteindront pas cet objectif en 2015. Une année avant, c'était 2014 ça. Moins de 30% des élèves ayant effectué le cycle primaire passent au secondaire. Et seuls 15% passent du secondaire au supérieur. Ça concerne l'ensemble de l'Afrique. Donc vous voyez que le Sénégal n'est pas en retard. Et un autre constat, 70% de la population africaine est jeune, ça tout le monde le sait, de 16 à 35 ans, etc. Mais ne constitue que 25% de la population active. C'est la bombe en veilleuse, on l'appelait, et au Nigeria, on les appelle les Young Hungry Africans. Les Africains jeunes et mécontents. Et aux États-Unis, on les appelle les Youth Belges. Les États-Unis cherchent toujours la la classe moyenne. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi, constat encore, le secteur industriel chute depuis des années, en Afrique, pas au Sénégal seulement. Les hommes sont formés, alors écoutez bien, mais les usines n'existent pas. D'un côté, on avance que les personnels formés seront plus nombreux si l'industrie est développée, et de l'autre côté, on dit l'industrie attend qu'il y ait beaucoup de personnes ayant subi la formation professionnelle pour se développer. Donc, il y a une contradiction. Et chacun attend l'autre dans un cercle vicieux que les Américains appellent le catch-22. Catch-22, certains le savent. Bon, ça, c'est ces deux choses-là. Maintenant, le cas concret, l'application. Dieu est là. Ah bon. L'application de tout ça, je donne 3 cas concrets que je connais. J'ai dirigé l'école polytechnique de Thiès pendant 3 ans, avant qu'on m'affecte à Dakar pour la sécurité publique. Et les élèves de l'école polytechnique font des projets pour avoir le diplôme. C'est le groupe en 4, dirigé par un Canadien, un professeur canadien. Il y avait peu de professeurs sénégalais. Il y avait le ministre Tau était là-bas, et puis le mathématicien. Hein? Non. Il est retraité. Depuis, il a même créé une université là. Voilà. Et d'autres. Je dis, il faut faire des choses qui sont intéressantes pour l'Afrique, pour le Sénégal. Pas un projet comme ça, bon, le truc sur la neige et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais des projets concrets que les Sénégalais peuvent bénéficier des résultats de ce projet, de cette recherche. On a fait le dessalement de l'eau de mer avec des Canadiens, des professeurs canadiens, avec tout le matériel, dessalement de l'eau de mer. On a dit si on met 1 kilomètre de cellules solaires en face de l'université, on produit de l'eau propre, de l'eau potable pour tout le plateau. Le plateau, c'est ce qui va de Malick Sy, Corniche, jusqu'à Gorée, jusqu'au port, jusqu'à la Corniche Est. Cette population, on peut fournir l'eau gratuitement. Et ça, on l'a fait. On a fait l'emploi du géobéton. C'est-à-dire, pour faire les constructions, on emploie peu de ciment et on emploie la latérite. La latérite est partout au Sénégal. Et on l'a fait, et le professeur qui l'a fait, lui, il n'était pas élève, mais il était professeur, directeur du génie civil. Il s'appelle Jack. Après, il était là, BASH, etc. Il est là, Jack, c'est un grand professeur. Et j'ai dit, il faut construire, moi, je veux voir. On a construit une maison à l'école, à côté de l'infirmerie.
Il a choisi le style pharaonique où il n'y a pas de climatiseur et tout rien, mais il a fait de sorte que l'air rentre, la lumière rentre. Et le bâtiment est là-bas. On l'a montré au président Diouf en 86 quand il est venu fêter le 10e anniversaire. Ce même Diack a fait une pompe à main pour les femmes, vraiment fait une petite comme ça, et l'eau sort. On l'a installé dans les champs de Serigne Mansour, on l'a installé à l'école, on l'a installé, je ne sais pas où, vers Kédougou, et ça fonctionne. Diack a eu le brevet pour cette pompe-là. La quatrième, c'est la transformation des ordures. Alors, la SIAS, à l'époque, m'a mené chaque 15 jours des ordures sélectionnées, et puis l'équipe qui travaillait sur ça prélève et travaille sur ça toute une année. Et à la fin, on a sorti des ordures, des briquettes de charbon. Et l'élève qui faisait ça, c'est Baye Sambalo. Après, la SIAS l'a embauché, et il est maintenant à Pix. Voilà, Baye Sambalo. Il a le brevet. Ils ont perdu le brevet parce que ça dure 20 ans. Ça, c'est 86. Donc, ils ont perdu le brevet. Oui, ils ont perdu tous les deux le brevet. Mais pour vous dire que ça existe. Mais pourquoi ça n'a pas été exploité? On a même fait à Mako. Maintenant, il y a un pont. Avant, c'était un bac. Moi, quand j'étais jeune lieutenant, je suis passé là-bas. Mais le bac, la chaîne se casse et le bac va vers la Gambie. Sur le fleuve Gambie, ça va. Il y a un pont maintenant. Mais avant, on a mis une route Barlow dans l'eau qui alimente en courant électrique le village de Mako. Mais la Sénélec a dit, vous n'avez pas le droit de commercialiser le truc, vous n'avez pas le droit de fournir du courant électrique, c'est nous qui fournissons partie. Mais les gosses ont leur brevet et ont leur diplôme sur cette base-là. Les transformations des ordures, on a été dans toutes les sociétés. Il y avait sur la route de Rufisque, il y avait plein de sociétés. On les a abordées, on a montré le projet pour transformer un peu, faire une chaîne de fabrication de ça. Mais on ne nous dit pas, mais nous on sait. Les producteurs de gaz, ça ne les intéresse pas. Toutes les stations d'essence vendent des gaz, ça ne les intéresse pas. Ceux qui abattent les arbres pour faire du charbon, ça ne les intéresse pas. Et ceux-là, leur lobby est plus costaud qu'on le pense. Ils sont extrêmement riches. Ce n'est pas des Sénégalais d'ailleurs. Et ça aussi, tout a été bloqué et rien n'a été fait. Ça, c'est 86. Jusqu'à il y a 2 ans, mon fils vient du Canada avec des Canadiens qui voulaient faire quelque chose. Ils dînent chez moi, je leur parle de ça, comme je vous ai parlé. Ils ont laissé leur projet, ils sont retournés, ils ont fait le géobéton. Ils ont fait la transformation des ordures. J'ai dit, faites pas Dakar, vous ne pouvez pas gérer. Mettez à dimension humaine. Ils ont fait à Nguero, et ça marche. Le projet, c'est que maintenant, ils vont acheter les ordures. Les femmes vont vendre leurs ordures. Ensuite, maintenant, ils transforment en GIE de femmes et de jeunes. Le maire était aux États-Unis, il est venu candidat libre, indépendant, là, et hop, il a gagné la mairie. Et ils l'ont installé, c'est des Chinois qui ont fabriqué l'usine en Chine, et c'est arrivé ici. Un Canadien a mis l'argent sur la table et ils ont fabriqué. Mais à l'échelle de Dakar, par exemple, tu te poses la question, où est-ce qu'ils vont prendre les ordures? Mais Nguero, ils prennent à Thiès, ils prennent à Kaolack, ils prennent à Mbour, Mbebes, personne ne peut finir Mbebes. Mbebes là, personne. Tu ne peux pas finir les ordures de Mbebes. Et depuis 90, 94, on va créer l'usine de transformation des ordures à Dakar. Mais bon, ça ne marche pas encore pour le moment. Donc, oui, et Baye Sambolo aussi a eu le brevet d'invention et il l'a perdu il y a 2 ans. Voilà, il y a toujours des contraintes qui font que les projets sont bloqués et on ne sait pas pourquoi. Nous, on gratte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On dit, ah bon, on ne se mêle pas. Nous, on fait ça pour le diplôme de l'enfant, le gosse, l'étudiant a eu son diplôme, c'est terminé. Maintenant, les problèmes compliqués là, on ne rentre pas là-dedans, c'est trop fort pour la tête des militaires. Voilà, on ne comprend pas ça. Voilà un peu des cas concrets, vraiment pour voir ce que les gens ont dit là. Et je pense que c'est très, très important. Oui. Je pense qu'il vous a mis en appétit pour lire ça. Je pense qu'il faut le lire. J'ai bien aimé ce que disait la personne. Voilà, je vous revois. Il est très important de faire l'effort
Vous voyez que tout est lié. C'est ça qu'on a essayé de vous faire percevoir. Toutes les sessions sont liées. Donc faire l'effort de lire. Vous verrez que chacun des choix qui ont été là sont explicités. Et je vous dirai, si je peux me permettre, tout ce que vous avez fait comme observation, etc., va être analysé, et on va aussi l'intégrer dans nos processus, toutes ces valeurs ajoutées. Mais là où je voudrais conclure là-dessus, c'est que nous on fait notre travail comme on peut. Voyez avec, je crois que les témoignages des personnes que vous avez vues ici étaient des témoignages de gens qui consacrent leur temps. On n'est pas ni de fonctionnaires, c'est bon. Et donc ce qu'on attendrait de vous, si vous êtes convaincus, si vous lisez, c'est de garder ce contact avec nous et en même temps peut-être justement d'utiliser vos moyens de communication pour diffuser. Parce que vous avez vu les obstacles à passer à ce nouveau modèle. Des obstacles au niveau de changement d'habitude, des obstacles au niveau de changement d'intérêt, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt plutôt dans la rente, si je puis dire, que dans le nouveau développement de l'entreprise. Changement de tropisme, seulement son pays, par rapport à faire de la région une vraie force. Et c'est ça notre objectif, mais c'est ça l'espoir. C'est un processus, je pense qu'il est réaliste, et c'est ça la vision qui peut répondre à la hauteur des défis qu'on a posés dans cette session. Je vous remercie et je laisse la parole à